La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 31 décembre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire de 52 minutes destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux grands événements ayant marqué le continent africain durant l'année 2024. Il est intitulé « L'Afrique entre réalisations, mutations et défis ». 2024 vient dégrainer ses derniers chapitres. La nouvelle année 2025 va commencer dans une poignée d'heures. Tout au long de ces 12 derniers mois, votre chaîne de radio, Ifriqiya FM, a couvert divers sujets sur le continent qui vous ont permis de comprendre l'actualité africaine et mondiale. Nous reviendrons précisément dans ce numéro sur les principaux faits d'actualité africaine traités sur Ifriqiya FM et qui ont marqué l'année finissante. Des faits qui accréditent l'idée que certaines régions du continent sont en train de connaître de profondes mutations. Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire, auteur de plusieurs ouvrages et observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour Monsieur Charpaoui, bonjour à vos invités et bonjour l'Afrique. Nous avons également avec nous Akram Khariev, docteur du site MENA Défense et consultant au sein de la fondation Rosa Luxembourg. Monsieur Akram Khariev, bonjour. Bonjour à C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans les studios d'Ifriqiya FM. Alors nous serons également accompagnés dans ce numéro par Moukhrana Touarabi, journaliste politique, notre confrère de la presse écrite, travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Monsieur Touarabi, bonjour. Bonjour Monsieur Charpaoui, bonjour à tous les invités, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Et nous avons également quelqu'un qui apporte à chaque fois un rayon de soleil à cette émission. Je parle bien évidemment de Louis Birima, enseignante universitaire et spécialiste des médias. Bonjour Madame Lima. Bonjour Zim, bonjour à vous tous et bonjour à Monsieur Ben Saada et bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci à vous Louis Birima, bonjour à vous quatre. Je suis très heureux de vous avoir dans nos studios. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, je vais ouvrir le feu et je commencerai par vous. Alors, nous venons de le dire, l'année 2024 a été très très riche en actualité, en événements. Parmi tous ces événements, docteur Ahmed Ben Saada, quel est celui qui a le plus retenu votre attention ? Alors, de mon point de vue, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024 a été un événement marquant de cette année. En fait, en cette année où on a vu la sauvagerie de l'entité sioniste, on a vu un Occident arrogant, imbu de lui-même, on a vu aussi que les droits des Sahraouis ont été constamment bafoués, surtout depuis la normalisation abjecte du régime du Marzen avec l'entité sioniste barbare. En cette année où le droit international a continué d'être bafoué. Il est piétiné du pied, il est foulé aux pieds. Et foulé aux pieds aussi. Nous avons vu apparaître en fait un rayon de lumière dans cette noirceur. Et ce rayon de lumière, c'est l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est une grande victoire pour le peuple sahraoui et pour le Front Polisario. C'est un arrêt historique qui a été émis dans un document de 37 pages dont on a parlé longuement dans notre émission et qui donne en fait, il est important dans la mesure où il tranche sur deux questions décisives. Oui, je vous en prie. La première question, c'est que le Front Polisario est un sujet du droit international, c'est-à-dire qu'il a toute la légitimité pour plaider devant les juridictions européennes. Et deuxièmement, que toute activité économique d'une entreprise quelconque européenne sur le territoire du Sahara occidental
ne peut se faire sans le consentement du Front Polisario. Cela veut dire en fait que tout ce que délivre comme autorisation le Makhzen, il est nul et non avenu. Oui, et alors les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont confirmé effectivement, juste pour un rappel à l'adresse de nos amis auditrices et auditeurs, ils confirment l'illégalité des accords commerciaux conclus avec le Maroc, avec le Royaume du Maroc, en violation donc des accords conclus en violation des droits inaliénables du peuple sahraoui sur les ressources naturelles que recèle le territoire non autonome du Sahara occidental. En effet, et puis ce qui est d'important par rapport au droit international, c'est que en fait, ce qu'on appelle communément l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et les pays européens, veulent un monde qui est basé sur la brutalité, sur la force, sur l'argent, etc. Et les autres peuples du monde, ce qu'on appelle communément aussi le Sud global, veulent un monde basé sur le droit international qui met en fait sous un pied d'égalité tous les pays du monde. Oui. Et à cette occasion, j'aimerais m'incliner solennellement devant la mémoire de l'avocat Gilles Devers, fervent défenseur des causes justes et en particulier de la cause sahraoui, qui a été l'artisan de cet arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Vous faites bien de rendre un hommage vibrant à l'avocat Gilles Devers qui nous a quittés il y a quelques semaines. Effectivement, c'est quelqu'un qui a porté très très haut le combat des Sahraouis pour l'autodétermination et pour l'indépendance de ce peuple qui souffre depuis près d'une 50aine d'années maintenant. Merci beaucoup, Ahmed Messaada. Moukrana et Arabi, justement, toujours par rapport à la question, au conflit du Sahara occidental, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu des décisions historiques. Et comme nous venons de le dire, donc sur un plan plus général, ces arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne rappellent les vérités indéniable inhérente à la cause sahraoui, dont notamment le statut juridique de ce territoire, la qualité légale du Front Polisario, ainsi que le droit inaliénable ou imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ces vérités, comme vient de le dire le docteur Ahmed Ben Saada, des vérités irréfutables ne sauraient être altérées par la volonté manifeste de certains pays européens de cautionner le fait colonial au Sahara occidental. Mais aussitôt que les arrêts ont été rendus, Moukrana et Arabi, des pays ont déclaré qu'ils n'allaient pas respecter ces arrêts, et des pays qui passent leur temps à donner des leçons en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Oui, tout à fait. On a vu un pays qui s'appelle la France, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, membre permanent, je précise, et qui est donc censé, de par cette mission dont il est investi, être l'un des garants du respect du droit international. Or, dans ce cas de figure, il s'est montré le bafoueur, celui qui viole ce droit international, qui est le malmène. On décide donc carrément de s'aligner sur la logique expansionniste et coloniale du Maroc en déclarant qu'il reconnaît la souveraineté du Maroc sur ce territoire que l'ONU désigne comme un territoire non autonome, et qui a un peuple, le peuple sahraoui, qui est un territoire, donc le Sahara occidental. Encore une fois, de par son attitude, la France a montré que finalement les principes et les valeurs qu'elle met en avant dans certaines situations ne sont qu'une façade pour servir ses propres intérêts et souvent d'une manière la plus basse. Le dernier voyage du président français Emmanuel Macron au Maroc confirme que le Maroc est devenu un sous-traitant, la porte d'entrée de l'Afrique. Tout à fait. Le Maroc a toujours été un état de servitude. Il a toujours été au service de l'impérialisme et du colonialisme de par son histoire. La monarchie marocaine a toujours été dans cette logique de servir les puissances coloniales pour partager les dividendes de cette entreprise. Le président français, effectivement, est tout honte bu justement à piétiner
même les fondements même de la République française, qui est basée sur l'égalité, donc le respect du droit et la défense des valeurs universelles. Parmi ces valeurs universelles, c'est le droit du peuple à l'autodétermination qui a été bafoué. Et en plus de ça, il cautionne, il participe même au pillage des richesses de ce territoire qui a un peuple, qui a un représentant qui s'appelle le Front Polisario, et dont le dossier est entre les mains des Nations Unies comme le dernier territoire, la dernière colonie de l'Afrique. Oui. Voilà. Très bien. Effectivement, cette attitude renseigne un peu sur le peu de cas que ces pays, les pays occidentaux, du moins certains pays occidentaux, font de la règle du droit international et du droit européen. Rima Louibi, restons justement dans la région. Je vois que notre ami Akram s'impatiente, mais il aura très bientôt la parole. On parle du Maroc, on parle du Front Polisario. Oui. L'année 2024, me semble-t-il, a été aussi caractérisée par un certain nombre d'attaques médiatiques lancées justement à partir du Maroc. Alors, non seulement il foule au pied le droit international, mais le Maroc est devenu en 2024, et peut-être même bien avant, une plateforme pour agresser d'autres pays, une plateforme à partir duquel sont lancées des guerres de 4e ou 5e génération. D'ailleurs, l'Algérie a été la cible récemment d'une tentative de déstabilisation en provenance du Maroc. Oui, effectivement, vous faites bien de souligner ce genre de caractéristiques, si je me permets, par rapport à l'usage de l'infox, c'est-à-dire par rapport aux fake news, par rapport à l'usage des guerres de 4e génération à partir du Maroc. Alors, je dirais, ce n'est pas spécifique par rapport à 2024, mais ça date déjà depuis 2019. Mais là, ça gagne en intensité. C'est-à-dire, là, ça devient, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire, ça devient assez fréquent et ça devient assez agressif. Assez agressif, je dis. Là, je fais allusion au hashtag qui a été lancé il y a quelques jours à partir du Maroc, appelant les Algériens. Oui, il faut dire aussi que le Maroc, en termes d'exploitation des réseaux sociaux numériques, en termes de high-tech, de l'expérience sioniste, c'est-à-dire que Israël apporte beaucoup d'appui, apporte beaucoup de savoir-faire en termes de technologie au Maroc. Et je parlais également par rapport à la gestion des algorithmes, c'est-à-dire ils ont plus de visibilité par rapport à d'autres pays. Ça, il faut le souligner davantage. Et le Marzen a bien compris qu'aujourd'hui les guerres ne se font pas uniquement sur le terrain, mais aussi sur la sphère numérique. Par conséquent, ils font appel à toutes les méthodes, l'émergence des fake news, c'est-à-dire de fausses informations, ou ce qu'on appelle en français l'infox également, et ils essayent de nuire aux sociétés, pas uniquement algérienne, on parle aussi de l'Égypte, on parle aussi d'autres pays africains, d'où l'intérêt de tirer la sonnette d'alarme sur ce forme d'usage des réseaux sociaux numériques dont d'ailleurs les Nations Unies ont alerté d'ailleurs par rapport au discours de haine et à l'émergence des fake news qui se propagent comme une boule de neige. Et heureusement que l'Algérie se prépare depuis quelques années. Mais cela nécessite une conscience collective, je dirais une intelligence collective. Ça ne suffit pas également de riposter à chaque fois. Il faut une culture consciente. Dans une posture proactive. Exactement, et de travailler à long terme surtout. Mais je trouve que l'Algérie l'a bien compris à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment justement pour annihiler ce type d'attaque, ce type d'agression. Il faut travailler davantage sur un esprit critique qui permet justement de déceler ce genre de messages. Très bien. Et pour vous, Karam Khaïf, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention durant l'année africaine 2024 ?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, tant les événements ont été extrêmement foisonnants durant cette année 2024. Non, l'année 2024 a été une année comme très riche en événements. Oui. On a eu, dans le nord de l'Afrique, on a eu la sortie des pays de l'Ouest de la CEDEAO, la création de la Confédération des États du Sahel, un développement et un enracinement d'un certain nombre, d'une certaine forme de souverainisme local. On a eu de nombreuses élections. Un néo-souverainisme qui on a aussi on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les panafricains russes. Oui. C'est une nouvelle forme de panafricanisme très très dirigée. Pour moi, s'il fallait retenir une image en 2024, et paradoxalement, c'est une image qui détruit cette notion de temps, c'est celle de la défaite cuisante de Wagner à Tinzaouaten. Oui. C'est une victoire des Touaregs qui rappelle une chose très importante, c'est que on ne peut rien face à la marche de l'histoire, oui, et que les propriétaires de la terre gagnent toujours à la fin. C'est très très important. Oui. Et que les solutions militaires ou sécuritaires ne sont pas toujours les bonnes, et qu'il y a toujours des voies pacifiques, politiques pour régler des conflits ou des situations conflictuelles. Tout à fait. Merci beaucoup, Akram. Docteur Ahmed Ben Saada, là, je reprends des propos que vous avez, dont vous avez été l'auteur lors de notre précédente émission. Vous avez dit, il est bien que certains pays d'Afrique de l'Ouest aient décidé de créer la Confédération des États du Sahel. De toute manière, ils n'ont absolument rien à perdre, du moment qu'ils n'avaient déjà rien gagné lorsqu'ils étaient au sein de la CEDEAO. Moi, je vous pose la question car beaucoup de pays, beaucoup d'acteurs politiques en Afrique, enfin beaucoup, un certain nombre ont critiqué le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Ils accusent ces pays d'avoir fragilisé une région qui était correctement intégrée, alors que dans les faits, ces trois pays n'avaient pas gagné grand-chose en étant dans la CEDEAO aussi, et ils ont décidé de reprendre leur destin en main, justement pour essayer d'améliorer tous les indicateurs socio-économiques qui sont, il faut le dire, au plus bas. Oui, c'est sûr que en fait ces pays-là n'ont rien gagné. Pire que tout ça, c'est que le jour où ils ont voulu changer de gouvernement ou de régime, où ils ont été menacés de représailles guerrières contre ces pays-là. Donc, et puis ils ont fait l'objet d'embargos qui a fait énormément de mal. Des embargos sur les médicaments, sur la nourriture, sur pas mal de choses. Donc, si on fait partie d'un groupe de pays où on doit être plus ou moins compris, on doit essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les régimes ont changé. Et ce n'est pas de cette façon-là qu'on va régler les problèmes. D'ailleurs, il n'y a pas eu de bombardement, il n'y a eu que des choses négatives, et même quelques mois après, la CEDEAO elle-même a enlevé de manière unilatérale, elle a enlevé les embargos. Donc ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. Oui. Autre chose, ce groupe de pays qui s'appelle la CEDEAO est un groupe qui est qualifié par les observateurs comme étant un club privé de présidents africains. Oui. Donc vous comprenez que ce groupe qui était au départ, qui était économique, quand il s'est immiscé dans les affaires politiques des pays, est devenu fragile. Parce que je rappelle qu'au départ, cette communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest était une communauté purement économique, et qui s'est, au gré des années, elle s'est immiscée dans d'autres domaines, en fait. Oui. Et c'est ça qui fait que certains pays ne se sentent pas ni protégés, ni représentés par ces pays. Et je rappelle que les griefs qui ont été faits contre la CEDEAO, c'est que la CEDEAO n'a jamais aidé les pays du Sahel
contre le terrorisme. Ils ont été accusés aussi d'être sous influence étrangère et représenter un danger pour les pays. Oui. Donc tout cela et le deux poids deux mesures. On se rappelle qu'il y avait eu des sanctions contre les pays du Sahel, oui. Certains pays du Sahel, mais pas contre le Sénégal, par exemple, qui avait reporté les élections. Vous vous rappelez de ça? On en a discuté. On a un deux poids deux mesures. Un deux poids deux mesures. Le coup d'État qui a été fait au Gabon, il est passé quasiment inaperçu. Donc, que vous voulez faire avec un groupe de pays qui est soumis aux agendas qui sont plus ou moins extérieurs à cette région-là. Oui. Et donc, pour moi, je dirais, ces pays-là ont des problèmes. Ces trois pays-là ont les pays de l'AES, donc la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont des problèmes communs. Ils appartiennent à une région commune avec des ressources très limitées et ayant des richesses minières très importantes. Oui. C'est le moment de mettre leurs efforts en commun pour créer de la richesse dans leur pays. Et je rappelle qu'ils ont même créé une force commune, une force militaire commune, pour justement essayer de se protéger contre les agressions extérieures et en particulier l'agression qui était la volonté de la CEDEAO. Donc il faut comprendre ces pays. Moi, je me mets à la place de ces pays-là et je comprends que il faut essayer autre chose. Il faut essayer une autre manière de gérer le pays dans un contexte et de continuer à avoir des relations avec ces pays-là. Je rappelle que je l'avais expliqué l'autre fois. Ça représente 50% de la superficie de la CEDEAO et aussi il y a de nombreuses frontières avec tous les pays de la CEDEAO et donc ils sont obligés de commercer, d'avoir des relations commerciales et sociales entre ces pays-là. Et je rappelle que aussi la Mauritanie qui avait quitté la CEDEAO en 2000 a d'excellentes relations avec la CEDEAO. Et pourquoi, dans le cas de l'AES, ça poserait problème? Oui, absolument. Donc on rappelle juste que l'idée de créer l'Alliance des États du Sahel, donc intervient ou est venu après le renversement du président nigérien Mohamed Bazoum. En réaction donc à ce renversement, la CEDEAO avait menacé le Niger d'une intervention militaire. Et bien évidemment, cette décision ou cette initiative n'est pas allée sans susciter la colère et la réprobation à la fois des pouvoirs en place dans la région, mais également des peuples de la région qui ont été soumis à d'importantes sanctions. Les pays de l'AES ont accusé aussi la CEDEAO de travailler un agenda non africain. Pour être exact, ils ont accusé la CEDEAO d'être un agent de la France. Donc c'est ce qui a aggravé la fracture entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Et le point d'orgue a été atteint en 2023 lorsque ces trois pays ont annoncé leur décision de quitter ce bloc régional et de créer la Confédération des États du Sahel. Merci beaucoup. Juste une petite précision. Oui, je vous en prie. La décision de quitter a été prise le 28 janvier 2024. Exact. Oui. La réunion de la CEDEAO, la récente réunion, elle date du 15 décembre 2024. Oui. Et le 22 décembre 2024, les trois pays ont rejeté officiellement le délai de 6 mois de rétroaction. Voilà. Et je vous lis ce qui a été prononcé comme justificatif. Cette décision n'est qu'une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs
de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Donc le départ est irréversible. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour ces précisions extrêmement utiles, nécessaires à la compréhension justement de cette problématique. Mais restons toujours en Afrique de l'Ouest. Mon colonel Aïtou Arabi, toujours restons en Afrique de l'Ouest. Donc parallèlement à la création de la Confédération des États du Sahel, au départ des trois pays, la composant de la CEDEAO, il y a aussi un autre événement qui a marqué cette année la région. C'est aussi la décision prise par d'autres pays de se délester des bases françaises qui étaient là sur leur territoire depuis des années, je pense précisément au Sénégal, au Tchad. Donc la France a quitté le Mali le 15 août 2022, elle a quitté le Burkina Faso le 20 février 2023, elle a quitté le Niger le 22 décembre 2023, et là on lui demande de partir aussi d'autres pays. Oui, tout à fait. Ça a commencé au niveau des États de l'AES, donc les trois pays de l'AES, et ça a fait tache d'huile, ça a touché d'autres pays qui ne sont pas dans le même ensemble régional comme le Tchad, qui était un allié historique le Tchad est le pays où la France n'a jamais quitté militairement depuis son indépendance. La France a participé à accompagner des présidents, a aussi participé à des coups d'État, à placer des présidents. Donc, c'est l'un des pays où la France a mené le plus d'opérations extérieures. Tout à fait. Des dizaines d'opérations, de changements carrément de régime pour vous dire l'importance de la présence militaire française dans ce pays. Et aujourd'hui, les soldats français sont en train de quitter le pays après que le président, le fils d'Idriss Déby, Mahamat Déby, a pris la décision de mettre fin à l'accord de défense qui le lie avec la France en arguant que c'est contraire à la souveraineté du pays. Oui. Alors il y a, je crois, 1100 soldats français, enfin il y avait puisqu'il commence à partir. Il y a en tout trois bases militaires en tout cas. Oui. En plus du Tchad, vous avez un autre pays qui est de la CEDEAO, qui est bien connu, c'est le Sénégal aussi, avec le changement de régime suite à l'élection présidentielle de mai dernier. L'arrivée au pouvoir du président Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau président qui est issu du parti panafricaniste, le PASTEF, a tout simplement récemment dit que on va mettre fin à cette présence militaire sur le sol sénégalais. Oui, pour lui, la présence d'une base française est incohérente. Incohérente et contraire aux idéaux du PASTEF. Aux idéaux du PASTEF, contraire même à l'idée d'un État indépendant, en avançant que il a dit qu'est-ce que les Français vont accepter que le Sénégal ait une base militaire en France, et que des soldats sénégalais circulent en France avec leurs chars, leurs avions et leurs uniformes. Donc il y a cet élan de souverainisme, cette volonté justement de s'émanciper de l'ancienne puissance coloniale qui n'est pas limitée au pays de l'AES. Au contraire, cette idée, elle est en train de prendre de l'ampleur au niveau africain. Beaucoup de peuples africains justement aujourd'hui se réapproprient les questions de défense, justement se réapproprier tout, ça des questions de défense, souveraineté économique, en plus de la souveraineté politique. Donc ça a commencé et ça va continuer. On a vu comment la France a été humiliée au Niger parce qu'elle a voulu imposer, elle a refusé en quelque sorte de se soumettre à la volonté des nouveaux responsables de ce pays qui sont issus du changement non constitutionnel de juillet 2023.
elle a été tout simplement humiliée. Les Américains aussi, c'est pas uniquement les Français. Oui, les Américains. Il faut rappeler aussi que les Américains ont perdu une grande base de drones du Niger, à Agadez. Donc cette question de la présence, et au Tchad aussi, bien avant les Français, merci de me l'avoir rappelé. Donc il y a cette volonté de se débarrasser de ces restes. Oui. Ces vestiges du colonialisme. Des reliques du colonialisme. Il y a une nouvelle génération. On sent qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants qui essayent d'être en phase avec la volonté de leur peuple. Une plus grande indépendance. Pour qu'il y ait, c'est un nouveau mouvement pour l'indépendance des pays africains. On est en train de revivre ce qu'on a vécu dans les années 60. On parle d'une deuxième décolonisation. C'est une deuxième décolonisation, tout à fait. Ça va très bien, merci Mkolan. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Madame Louis-Bélima, par rapport à ces fluctuations importantes en Afrique de l'Ouest? Une deuxième décolonisation, c'est-à-dire des pays qui veulent assurer davantage leur souveraineté. Je me focalise encore une fois sur le Sénégal. On a déjà parlé de ça, on a parlé de cette volonté de s'émanciper, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. On parle de projets d'une industrialisation militaire purement sénégalaise, des voitures blindées militaires. Effectivement, c'est une ambition économique assez importante. Et ce qui est bien, entre-temps, Madame Louis-Bélima, c'est juste pour apporter un petit peu de l'eau à votre moulin. Entre-temps, parallèlement au départ, au rejet des puissances étrangères, on constate que les pays africains entre eux renforcent leur partenariat en matière de défense. Je le dis parce que, je le vois, le chef d'état-major de l'armée algérienne voyage beaucoup en Afrique. Il s'est rendu, il a visité beaucoup de pays. Sur le plan diplomatique aussi, l'Algérie a fait beaucoup d'efforts. Oui, mais alors restons juste dans le domaine de la défense. Alors, il y a des pays qui ont de l'expertise, qui ont des moyens et qui ont des projets pour ce continent, qui essayent justement de donner les moyens au continent de s'approprier les questions de défense et de traiter les problèmes africains avec un regard africain, avec une expertise africaine. Est-ce que vous sentez que cette dynamique commence à prendre? Alors, les solutions doivent être africaines. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Africains qui peuvent trouver justement des solutions par rapport aux enjeux sécuritaires. On parle du terrorisme. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette conscience collective, cette intelligence collective, je dirais, africaine, qui œuvre justement à trouver des solutions africaines pour les Africains et par les Africains. Je pense, voilà. Et pas subir des solutions qui leur sont imposées. Dictat, exactement, qui nous et qui vient très d'ailleurs. Souvent ne sont pas opérantes, parce qu'on le voit, on en parlera tout à l'heure. Non, mais qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas justement apporté un plus pour l'Afrique, tout simplement. C'est valable pour l'économie, c'est valable pour le reste d'ailleurs. Et les Africains maintenant, ils sont conscients que à quoi bon rester liés à des puissances qui n'apportent que des arrois au continent. Très bien. Justement, là, je vous rejette la balle, Akram Khreif, sur ces questions de défense. Je sais que c'est un peu votre cheval de bataille, c'est votre domaine d'expertise. Donc, comme Mokolan vient de le dire, les Français ont été chassés d'un certain nombre de pays. Les Américains ont subi le même sort, mais seulement c'est beaucoup moins médiatisé que le sort qui a été réservé aux Français. Comment voyez-vous justement cette dynamique et comment voyez-vous justement les initiatives prises par les pays africains, notamment par l'Algérie, à travers la relance du CEMOC, à travers le renforcement des liens de coopération avec le Cameroun, le Rwanda, la Mauritanie, le Niger? Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent entre l'Algérie et Alger et Niamey, Alger et N'Djamena, Alger et Tripoli aussi. Récemment, Tripoli a abrité une importante réunion des responsables de services de renseignement des pays voisins de la Libye. On a l'impression qu'on est quand même dans une dynamique positive, Akram Khreif. On est dans une dynamique positive. On est aussi, je pense qu'on devrait
on devrait aussi investir plus les organismes internationaux et faire, disons, faire du multilatéralisme afro-africain notre cheval de bataille. On a un très bon exemple dont on parle très peu, c'est la Tunisie. La Tunisie s'investit énormément dans les missions de l'ONU en Afrique. Elle est la principale force logistique des casques bleus en RDC, par exemple. Elle a été remerciée 2 années de suite, l'armée tunisienne a été remerciée 2 années de suite par l'ONU. On voit que l'Algérie a énormément de moyens qui pourraient être utilisés pour ce genre de mission. Et vous savez, être présent militairement à travers les casques bleus, c'est quand même une présence de l'État. C'est une représentation de l'Algérie. Et en termes de capacité logistique, l'Algérie, tout le monde très le sait. Largement, très largement. Donc l'Algérie devrait peut-être renforcer le CEMOC, finir de convaincre les pays du champ d'adhérer au CEMOC. Malheureusement, la nature a horreur du vide. Les États-Unis et la France chassés, ça a créé aussi un appel d'air pour d'autres acteurs internationaux qui potentiellement ont des agendas qui ne coïncident pas forcément avec le nôtre ou avec des agendas africains aussi. Donc il faut aussi se préparer à faire face à ces nouveaux entrants dans le domaine. Mais vous l'avez tous ici dit, la solution passe par de la coopération afro-africaine. Et pour cela, vous l'avez constaté autant que nous, le chef d'état-major de l'armée algérienne a beaucoup voyagé ces dernières semaines. Bien sûr, il y a une réorientation vers l'Afrique. C'est une excellente chose, y compris l'Afrique australe. Vous savez, on parle de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Cameroun. Donc l'armée algérienne est en train de balayer très très large en Afrique. Et essaye. Oui, c'est une excellente chose. Très bien. Restons toujours justement, c'est un domaine assez intéressant, assez fascinant, le domaine de la sécurité, le domaine de la coopération militaire en Afrique. Docteur Ahmed Ben Saada, il y a un défi auquel les Africains sont confrontés et qui n'arrivent pas encore de trouver vous me direz c'est lié, de trouver des réponses adéquates, c'est le défi sécuritaire. Le Sahel, avec laquelle nous partageons quand même de longues frontières, nous sommes, de par notre sud, un pays du Sahel, c'est une région qui reste quand même extrêmement, qui souffre énormément des attaques des groupes terroristes. Effectivement, nos frontières sud sont très, sont très visées par des groupes terroristes, mais aussi. C'est toute la région du Sahel qui l'est. La région, exactement. Mais nous, en ce qui concerne l'Algérie, en fait, nos frontières sont très très délicates. Il faut. Elles sont bien gardées, heureusement. Et elles sont très bien gardées, elles sont très bien surveillées, mais n'empêche que la présence de forces étrangères nous pose des défis supplémentaires, parce que c'est une région, on en avait parlé, qui constitue en fait un marché, un trafic. On avait vu les trafics de drogue, les trafics d'or, les groupes terroristes, justement, les troupes terroristes. Elles commercent là-dedans pour pouvoir survivre, et donc on a un mélange finalement de terrorisme, criminalité internationale, de criminalité internationale, transnationale, donc, exactement. Donc nous devons faire vraiment très attention. Nous devons aussi développer ces régions-là, développer vraiment notre sud. Il y a en fait quelque chose de très important dans le sud. On doit vraiment développer notre sud, développer les régions frontalières, et pour non seulement permettre à notre pays d'être sécurisé, mais surtout aussi pour justement essayer de faire du commerce sud-sud. Nous, notre redirection vers le sud est très importante pour les produits. Nous avons vu récemment justement à la foire internationale le foire national qui a eu à Alger, qu'il y a beaucoup de compagnies, de groupes industriels algériens qui commercent avec le Sud, avec l'Afrique, et donc pour nous c'est une orientation stratégique dans laquelle il faut mettre énormément d'efforts. Donc le développement de notre Sud
et donc la lutte contre ce terrorisme et les bandes mafieuses est une solution qui va nous permettre justement de développer notre et je rappelle aussi la route transsaharienne, la dorsale, fibre optique. La dorsale de la fibre optique qui est développée, le futur pipeline qui doit passer par le Niger en provenance du Nigeria, etc. Donc il y a énormément de développement à faire. Il y a un projet de ligne de chemin de fer devant relier Alger et Tamanrasset aussi. Exactement, qui peut se poursuivre plus bas. Donc nous devons vraiment l'orientation de l'Algérie vers le sud est une orientation extrêmement stratégique. Et je suis convaincu qu'on va voir de nouveaux projets dans les années qui viennent. Et je crois que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réellement conscience de l'extrême importance de ces enjeux, du moment qu'il a lui-même décidé la mise en place de zones franches au niveau des frontières, de la frontière algérienne avec le Niger et le Mali, avec la Tunisie, avec la Mauritanie. Exactement. Et c'est des projets, c'est des décisions qui vont favoriser certainement une plus grande intégration entre les pays et de plus grands échanges commerciaux entre les pays. Merci beaucoup, Ahmed Messaada. Akram, avant de donner la parole à Mqorana Touarabi pour traiter d'un tout autre sujet, restons dans le domaine de la sécurité et surtout de la menace terroriste. Donc les pays de la région, pratiquement tous les pays maintenant africains consacrent beaucoup d'argent à la lutte contre le terrorisme. C'est le cas chez nous en Algérie, c'est le cas au Niger, c'est le cas au Mali, c'est le cas. Mais pour certains pays, la lutte contre le terrorisme est encore très âpre et la région du Sahel demeure l'une des régions qui souffre le plus du terrorisme, à tel point que la région est devenue aujourd'hui l'épicentre du terrorisme international. Il y a plus d'attentats terroristes au Sahel, en Afrique, qu'il y en avait, par exemple, en Afghanistan, en Irak ou en Syrie. On a l'impression que le centre de gravité international du terrorisme s'est déplacé vers le Sahel. Et le plus dangereux dans l'histoire, c'est que le terrorisme, maintenant, avance vers l'Afrique centrale et l'Afrique australe. On signale des attentats terroristes au Mozambique. Il y a des groupes terroristes aussi qui essaiment en RDC, en Ouganda. Donc, ça reste quand même l'un des principaux problèmes, l'un des principaux défis auxquels est confrontée aujourd'hui l'Afrique. Bon, le terrorisme, surtout dans la région du Sahel, est un symptôme. Ce n'est pas un moyen, c'est un symptôme d'une grosse problématique de gouvernance, de conflits ethniques, d'un problème vraiment très vieux de relations raciales même. C'est aussi le symptôme aussi. Bien sûr, c'est aussi. On sait que maintenant des groupes terroristes ont été créés de toutes pièces par certaines puissances pour justement déstabiliser les pays. Non, bien sûr. Mais on a aussi des gouvernements faillis, des entités très très faibles qui prennent de très mauvaises décisions. Je vais vous donner un très bon exemple. Le Burkina Faso est en train de commettre les deux erreurs à ne pas commettre en termes de lutte anti-insurrectionnelle, créer des milices armées et créer des zones libérées, des zones interdites, qui sont des zones libérées. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la lutte anti-insurrectionnelle, ce qu'il ne faut pas faire. Le Mali a un très gros problème avec son nord, un problème ethnique, un problème politique. Donc, nous avons un problème de dialogue politique dans les États du Sahel. On a, au-dessus de ça, une problématique économique et de développement. Et on a, en plus, à la fin, des influences et des pressions étrangères. Et tout cela avec des pays qui sont parmi les plus pauvres au monde. Donc, l'Algérie devrait, et elle le fait très bien, elle a été la première à le faire,
appuyer le développement de ces pays, sponsoriser le dialogue, aider au dialogue, abriter toute initiative de dialogue. Il faut poursuivre dans cet élan-là. Les pays africains, Akram Khaliev, doivent comprendre que la lutte contre le terrorisme seul ne paye pas. Il est important d'accompagner cette lutte par du développement, par du dialogue politique, par de l'activité économique. Et de la démocratie. Et davantage de la démocratie. Et de la démocratie. Très bien. Alors, il y a un sujet que Moukhala Touarabi affectionne particulièrement, il a pratiquement suivi toutes les élections qui se sont déroulées en Afrique ces derniers mois. Il y en a eu beaucoup, Moukhala Touarabi. Toutes les régions de l'Afrique, l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. En commençant par l'Afrique du Nord, il y a eu des élections en Algérie, en Égypte et en Tunisie. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu aussi 3 élections. Donc il y a eu le Sénégal, il y a eu aussi le Ghana et la Mauritanie. La Mauritanie, c'est en Afrique du Nord, pardon, parce que vous avez aussi les élections présidentielles au Tchad. Oui. Il y a eu les élections au Rwanda, il y a eu les élections en RDC, il y a eu en Afrique du Sud. Vous avez aussi des élections aux Comores, au Mozambique. Donc, c'est une année électorale. En Afrique, il y a eu. Mais bon, il y a des élections qui ont marqué l'année plus que d'autres. Par exemple, l'élection sénégalaise a été particulièrement marquante par tous les rebondissements que ce processus électoral a connu et le résultat final qui a surpris beaucoup de monde. Il y a eu le président actuel était 15 jours avant la campagne électorale en prison. Voilà, donc c'était incroyable, un retournement de situation assez spectaculaire. Et ça a été aussi une bonne leçon de démocratie. L'Afrique est capable aussi de procéder à des changements, à une alternance au pouvoir d'une manière pacifique par la voie électorale. Ça a été. Il y a eu aussi une autre élection en Afrique du Sud qui est maintenant un exemple de démocratie assez mûr. On a vu encore une fois l'ANC prouver que c'est le principal acteur politique dans ce pays, malgré les quelques crises qu'il a eu ces dernières années, qui sont dues à des problèmes beaucoup plus internes qu'autres. L'ANC a encore confirmé qu'elle est la principale force politique. C'est elle qui continue à diriger. Donc Ramaphosa qui est réélu en tant que président de l'Afrique du Sud. Voilà. C'est une bonne chose pour l'Afrique que l'ANC ait gagné. Une très bonne chose parce que l'Afrique du Sud est le moteur, l'un des moteurs avec l'Algérie et le Nigeria. Sont les moteurs de l'Union africaine. Et l'Afrique du Sud, elle se distingue par son engagement pour les causes justes. Les causes justes. Elle soutient tous les mouvements libérateurs partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Elle est aux côtés du peuple sahraoui. Et on voit aussi la position magnifique et admirable de l'Afrique du Sud. Nous le dirons jamais assez. Avec le peuple palestinien qui subit l'un des pires génocides de l'histoire de l'humanité. Tout à fait, elle a été à l'origine des plaintes, des poursuites contre l'État sioniste et aussi au niveau de la CPI. Très bien, Moukhala Touarabi. Alors nous sommes extrêmement bousculés par le temps. Alors il nous reste une poignée de minutes. Alors ce que je vais faire, il y a encore pas mal de sujets que nous aurions pu traiter, mais bon, il va falloir Surtout les enjeux sanitaires. Surtout les enjeux sanitaires. Alors je donne la parole à Rima, je redonnerai la parole à Ahmed Ben Saada. Après, je pense que nous pourrons terminer très calmement, très gentiment cette émission qui est la dernière émission de 2024. Alors justement, vous faites bien de me le rappeler, Madame Louis Birima.
il y a eu de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses qui ont été faites en Afrique en 2024. Oui. Il y a eu aussi beaucoup de drames. Oui. Nous n'avons pas parlé des conflits, des inondations et des crises humanitaires. Oui, il y en a eu beaucoup cette année. On parle également des enjeux sanitaires. On parle de certaines maladies telles que l'Mpox et la variole du singe en RDC. On parle également de certaines maladies qu'on qualifie de maladies mystérieuses parce qu'on n'arrive pas c'est-à-dire à les définir en termes sanitaires. On n'arrive pas à trouver le remède nécessaire en RDC également. L'OMS a tiré également la sonnette d'alarme par rapport à ce genre de maladies qui vont malheureusement accompagner l'Afrique d'ici 2025 et auxquelles l'Afrique doit forcément trouver des solutions. Je ne suis pas très adepte des théories du complot. Nous avons vu quelques déclarations russes que certains pays sont en train de fabriquer des virus pour affecter justement le système sanitaire en Afrique. Ma foi, le plus important maintenant, c'est de trouver, de converger toutes ces expériences et c'est-à-dire le savoir-faire sanitaire, qu'il soit algérien, tunisien ou d'autres, pour justement trouver des solutions à ce genre d'enjeux qui ne cessent de menacer l'Afrique et la santé africaine. Oui, et parlons aussi de justement dans la foulée de la pire crise humanitaire de l'histoire qui est en train de frapper le peuple soudanais. Alors, il y a une guerre civile qui ravage ce pays depuis le mois d'avril 2023. Une crise, une guerre qui a fait au moins 150 000 morts, Mohamed Arabi, 150 000 morts. Alors le peuple soudanais, c'est à peu près le Soudan, c'est 50 millions d'habitants et près de la moitié des habitants du Soudan aujourd'hui sont en situation de famine extrême. Il y a à peu près 4 à 5 millions 12 millions de déplacés internes, 4 millions du quitté ont été chassés par la guerre. Donc une pensée solidaire avec le peuple soudanais auquel on souhaite une fin rapide de la guerre. Merci beaucoup, Riba. Alors, nous allons terminer avec vous, Ahmed Ben Saada. Alors, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été faites en Afrique en 2024. Malheureusement, comme nous venons de le dire, il y a le problème le continent subit toujours le problème du terrorisme. Il y a aussi de grands conflits qui marquent ce continent. Je pense particulièrement à la Libye. Je viens de parler du Soudan. Ahmed Ben Saada, l'Afrique est un pays qui est convoité et cette convoitise souvent crée beaucoup d'instabilité et beaucoup de misère et beaucoup de morts. En effet, ce qu'on peut dire, c'est que l'Afrique est un pays extrêmement jeune. L'Afrique est un pays extrêmement riche. L'Afrique représente en fait un gâteau que les Occidentaux veulent se partager et continuent à faire en sorte qu'il n'y ait pas de paix, il n'y ait pas de sécurité, il n'y ait pas de développement humain dans cette région du monde. Donc, en fait, moi, ce que je souhaite pour les vœux de 2025, que cette continent... Il faudrait que nous finissions avec une note positive, Dr Ahmed Ben Saada. Exactement. Donc, qu'on souhaite à ce continent, justement, de se libérer de ces joues avec les pays hors zone Afrique. Pas tous les pays, mais disons les pays qui ont été des pays qui ont colonisé cette partie du monde ou qui ont des velléités très guerrières ou qui veulent s'approprier des richesses indues en fomentant des rébellions et des guerres, etc. Donc, le salut, à mon avis, le salut de l'Afrique viendra justement de ses enfants. Le salut de l'Afrique viendra de ces enfants qui vont collaborer entre eux. L'Afrique est un continent qui peut s'autosuffire. Nous avons des hommes et des femmes qui sont capables de gérer leur pays et qui sont capables
de collaborer entre eux pour faire de cette région, à l'horizon 2050-2060, une région extrêmement développée. Voilà, moi j'y crois fermement, mais je n'y crois que si les pays, les gouvernants de ces pays prennent leur destin en main et privilégient les collaborations sud-sud. Et privilégient aussi les intérêts de leur peuple respectif et du continent. Et bonne année, bonne santé, bonne prospérité à toute l'Afrique en 2025. Merci beaucoup Ahmed Ben Saada. J'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année et j'espère vous retrouver très très vite pour un nouveau numéro de Grand Angle. Ahmed Ben Saada, merci pour vos vœux et pour les vœux que vous avez formulés à l'égard du continent africain et des peuples africains. Merci beaucoup Akram Khariev pour avoir eu la gentillesse de nous rejoindre dans les studios d'Ifriqiya FM. Meilleurs vœux aussi Akram. Merci beaucoup Rima Louibi. Merci à vous et bonne année, meilleurs vœux à toute l'Afrique et à toute l'humanité. Merci beaucoup Moukran, merci beaucoup. J'espère vous retrouver très vite. Heureuse année 2025, j'espère qu'elle sera meilleure que celle de 2024. Il y aura moins de conflits justement en 2025 et moins de tensions. Inch'Allah. Bonne année à tous les Africains et à toute l'humanité. Merci beaucoup Moukran Touarabi, merci à vous tous. Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission spéciale consacrée aux principaux événements qui ont marqué l'année africaine de 2024. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, nous serons une nouvelle année, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Sharfawi. Elle a été réalisée par Khaled Hamdani à la console technique. Il y avait notre ami Mohamed. Un bonjour également à l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM qui permet à l'émission d'avoir plusieurs vies. Un coucou particulièrement à sa responsable Soumia qui est au four, à chaque fois au four et au moulin pour faire des produits dignes d'Ifriqiya FM. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.